Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme l'année dernière, ça va devenir un petit rituel désormais. On se retrouve pour faire le bilan de cette saison 2023-2024 de Ligue 1. Elle devrait être plus courte que l'année dernière puisqu'on a 18 clubs au lieu de 20. Je vais faire le bilan équipe par équipe de la 18e à la première place. On va donner une note à la saison de chaque équipe. Je vais aussi donner une note à cette saison globale de Ligue 1. On va faire 2-3 minutes assez court là-dessus. Et ensuite, on passera à l'équipe type, mon équipe type de cette saison de Ligue 1. On va aussi revenir sur mes pronos de début de saison et vous allez voir, il y a quelques équipes sur lesquelles je me suis bien trompé et d'autres où j'ai presque juste. Je crois que j'ai une seule équipe qui est bonne et en même temps c'était pas très compliqué. On commence avec Clermont, le Clermont Foot 63, 18e, retour assez rude à la réalité pour Clermont qui avait fait une excellente saison la saison dernière. Pour ce club qui a le plus petit budget de Ligue 1, ils avaient pas mal investi au final cet été au Mercato avec Coffrier notamment qu'ils avaient réussi à garder. On a aussi Keita qui était venu de Lyon. On s'était dit pourquoi pas continuer sur la bonne lancée de la saison dernière, à tel point que moi je les voyais se maintenir, pas largement, je les voyais 15e, donc juste devant le barragiste. Au final, Clermont a été quasiment toute la saison dans la zone rouge, la zone de relégation. Les Clermontois ont quand même réussi à lutter assez longtemps puisqu'ils se sont fait reléguer à seulement 2 journées de la fin, donc c'est pas comme Angers l'année dernière qui a été relégué dès la 10 ou 15e journée. Ils se sont vraiment battus cette saison. Il faut aussi dire que les joueurs qui avaient surperformé l'année dernière sont un peu plus rentrés dans le rang cette année. Je pense à Greg John Kay notamment. Pour la dernière de Pascal Gastien, c'est vrai que c'est assez compliqué de laisser le club en Ligue 2. Malgré tout, Clermont, c'est un club qui travaille bien. J'espère qu'ils vont pas se faire dépouiller cette saison parce qu'on a quand même vu des fortes individualités. Cette saison de Clermont, pour moi, c'est un 8 sur 20. Évidemment, je peux pas leur mettre la moyenne puisque l'objectif n'est pas atteint, mais ils se sont quand même battus assez longuement avec leurs armes. Lorient, 17e, je vais être beaucoup plus sévère parce qu'il y a beaucoup plus de matière à Lorient. On a vite compris que cette saison de Lorient allait être compliquée avec le feuilleton Régis Lebris cet été. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? La direction qui dit on est ferme, il reste, pour au final le garder toute la saison, lui faire confiance et avoir une descente en Ligue 2. Après la vente d'une partie du club la saison dernière, on sait pas trop ce qui se passe à Lorient, on se demande où est le projet sportif. Je m'interroge aussi sur le recrutement, je pense à des Benjamin Mendy, à des Bakayoko qui sont pas vraiment collés à un club comme Lorient. C'est des recrutements, je trouve, qui ne collent pas à l'état d'esprit lorientais. Je les voyais en début de saison surfer sur leur bonne saison dernière avec une 11e place pas loin du top 10. Au final, on en est assez loin. Lorient s'est presque battu toute la saison pour le maintien. On a cru à un moment que ça allait bien se passer avec une super période après le mercato hivernal au mois de février, mais finalement c'est vite retombé. On a surtout l'impression que Régis Lebris, son message ne passait plus, il a perdu son groupe. Clairement, c'est ce qu'on avait l'impression de voir. On a cru à un sursaut d'orgueil des Lorientais lors de cette dernière journée avec cette victoire 5-0 contre Clermont. Au final, ça n'aura pas suffi. Peut-être que mon discours aurait été différent s'ils avaient été barragistes et s'étaient maintenus en Ligue 1. Malheureusement, c'est pas le cas et les faits sont là. Lorient est en Ligue 2 et pour moi, c'est une plus mauvaise note que Clermont parce qu'avec les moyens qu'ils ont, ils doivent finir plus haut, ils doivent se maintenir en Ligue 1 selon moi, et donc j'ai mis un 6 sur 20. Que ce fut dur pour Metz, 16e, que je voyais dernier de Ligue 1, je l'avais dit, avec un effectif pour moi taillé pour la Ligue 2. En plus, Metz, c'est un club qui a l'habitude de faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, hein, le fameux Bayern de la Ligue 2, un peu comme les stacks. Et au final, Metz s'est battu toute la saison pour garder sa place en Ligue 1. J'ai vu un vrai état d'esprit dans cette équipe à certains moments, c'était assez intéressant. Il faut le dire, la saison de Metz, elle a basculé cet hiver avec le retour de Georges Mikotadze. Déjà, les quelques matchs qu'il a fait en début de saison au mois d'août, on s'est dit, oula, s'il le garde toute la saison, ça peut vraiment être un atout pour eux. Ils l'ont récupéré cet hiver et il a vraiment été stratosphérique sur cette phase retour. Et je pense que sans Mikotadze, ça serait Metz à la place de Lorient. Metz s'en sort bien, ils sont barragistes. Attention, au moment où je tourne cette vidéo, ils sont pas encore sauvés. Il leur reste les 2 matchs face à Saint-Etienne à disputer. Pour moi, l'objectif, il est quasiment atteint. C'est pour ça que je vais mettre 10. Et même s'ils descendent en Ligue 2, ils auront bataillé toute la saison. Et au pire, on peut redescendre à 9. Le Havre, 15e, le champion de Ligue 2 la saison dernière qui montait en Ligue 1. Il y a pas mal de similitudes, je trouve, avec Toulouse. Un club qui avait largement dominé son championnat en Ligue 2, qu'on attendait beaucoup en Ligue 1. Surtout le Havre, un club français historique. On a eu vraiment une très bonne première partie de saison des Havrais. Peut-être l'effet de surprise, l'effet de retour en Ligue 1 avec aussi des nouveaux joueurs qui ont été cherchés à droite à gauche. Le Havre, c'est l'un des plus petits budgets de Ligue 1. Ils ont fait ce qu'ils avaient avec leurs armes et j'ai trouvé vraiment cette première partie de saison intéressante. Cependant, malgré tout, la deuxième partie de saison du Havre, elle est mauvaise. Ils sont dans les temps
de Metz, de Clermont. Ils sont même derrière Clermont au nombre de points. Ils sont 17e au classement sur la phase retour. Donc ça s'est clairement écroulé sur la deuxième partie de saison. Mais voilà, ils ont tellement accumulé de points qu'ils ont réussi à se sauver assez facilement. Moi, je les voyais terminer 13e, je les voyais s'en sortir. Et donc pour moi, l'objectif est atteint. On a vu vraiment une belle équipe du Havre par moment cette saison avec des très belles phases. Mais en tout cas, ils se sont maintenus en Ligue 1. L'objectif est atteint. Pour moi, ça sera un 12 sur 20, mention assez bien. Nantes, 14e. C'est pas un club qu'on a envie de voir à cette place. Encore une saison où Nantes se bat pour le maintien. Encore une saison cliché où on a 3 entraîneurs avec le retour de Jocelyn Gourvenec, le retour d'Antoine Comboiré, le sauveur du club qui vient encore une fois maintenir le club en Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Est-ce que ça bosse vraiment? Je me pose des questions sérieusement. Est-ce qu'il y a un projet sportif dans ce club? Nantes, c'est une équipe qui doit être plus haut au classement. On a l'impression que ce qui se passe à Nantes, c'est que des histoires. On a eu cette terrible série de défaites à domicile, alors que la Beaujoire, c'est quand même l'un des plus beaux stades de France avec l'une des meilleures ambiances. Je m'inquiète vraiment pour Nantes parce que ça fait plusieurs saisons qu'ils flirtent avec la zone rouge et j'ai peur qu'à un moment, le yo-yo ou l'élastique finisse par craquer et qu'ils tombent barragistes comme il y a 2-3 ans avant la finale de Coupe de France ou carrément une descente directe en Ligue 2. Je peux pas mettre en dessous de la moyenne puisque l'objectif est atteint. C'est vraiment le minimum du minimum qui a été fait à Nantes cette saison. Donc ça sera 10 sur 20 et encore une fois assez inquiet pour Nantes à l'avenir. Strasbourg 13e, on lâche le peloton des clubs qui se battaient pour le maintien. On est vraiment un cran au-dessus avec Strasbourg. Une belle première partie de saison pour Strasbourg, un petit peu comme le Havre, on était dans ces équipes un petit peu surprises en début de saison et ça s'est vite tassé avec un jeu de Patrick Vieira assez stéréotypé qu'on a vu à Nice, qu'on retrouve encore une fois à Strasbourg. C'est pas flamboyant, il y a eu des gros investissements cet été avec le nouvel actionnaire, le nouveau groupe de Chelsea qui est arrivé à Strasbourg. Je les voyais finir 12e, pas largués, pas devant, vraiment dans le ventre mou de cette Ligue 1, trop juste pour jouer le top 10 et bien meilleur avec un effectif plus qualitatif pour jouer le maintien. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Strasbourg, une saison dans le ventre mou de Ligue 1. J'ai pas grand chose à dire sur cette saison de Strasbourg honnêtement. Rien ne m'a enthousiasmé pour le noter et rien ne m'a non plus déçu. Ils sont là où je les attendais, ils ont fait la saison que j'attendais. Donc pour moi, voilà, c'est mention assez bien, 12 voire même 13 sur 20 parce qu'ils sont entre assez bien et bien. Autre équipe qu'on a l'habitude de retrouver un peu dans le ventre mou de Ligue 1, c'est Montpellier 12e. Je m'étais dit en début de saison, ce match notamment face à Lyon, Accor Adams, Altamari, j'étais tellement hypé, je me suis dit ça va être exceptionnel. Au final, c'est vite retombé. On a des bons joueurs pourtant dans cette équipe de Montpellier, on sent qu'on a un état d'esprit. Mais voilà, c'est un club du ventre mou qui n'arrive pas à passer ce palier justement des équipes moyennes. Ils avaient réussi à le passer avec Delors, Laborde juste avant le Covid. Malheureusement, ils ont été obligés de les vendre. Au début de saison, Nicolas avait annoncé qu'il fallait jouer le top 10, top 9 pour être vraiment bien dans cette Ligue 1 financièrement et être stable. J'ai l'impression que la situation est assez maussade côté Montpellier, notamment financièrement, où ce nouveau stade n'arrive toujours pas alors qu'il est crucial pour la survie du club. Montpellier s'est fait peur à un moment quand même vers le mois de février-mars avec une série de défaites un peu comme Strasbourg. C'est une équipe qui a été dans l'anonymat un petit peu de cette Ligue 1. Je sais que c'est dur, désolé pour les supporters strasbourgeois et montpelliérains, mais encore une fois j'ai pas grand chose à dire parce que j'en attendais un peu plus. Je les avais mis moi 9e, j'étais assez hypé par ce recrutement un petit peu original. On a eu du Montpellier assez classique qui se maintient quand même assez facilement, faut le préciser, et pour moi c'est comme Strasbourg, c'est un assez bien, 12 sur 20. Toulouse, 11e, on commence à monter petit à petit dans le classement, dans le ventre mou de Ligue 1 toujours, mais un petit peu mieux, je trouve, un peu plus enthousiasmant en tout cas, surtout la deuxième partie de saison. La deuxième partie de saison de Toulouse est vraiment hyper intéressante, et je vous jure que c'est vrai, Toulouse est dans les temps, sur la phase retour de Ligue 1, de Brest et Lille, des clubs qui jouent le podium. Donc si vous avez fait cette saison-là toute l'année, on aurait eu un Toulouse en surprise de Ligue 1. Je les voyais moi pas mal galérer avec un gros changement d'effectif, un changement d'entraîneur, le départ notamment des joueurs cadres, 7 Coupes d'Europe à jouer, des matchs tous les 3 jours, donc assez compliqué. Ils ont fait une première partie de saison comme on se l'attendait, assez juste. Et la deuxième partie de saison, une fois libérés un peu de cette Coupe d'Europe et de la pression des matchs à enjeu, ils se sont vraiment libérés et on a une deuxième partie de saison hyper intéressante de Toulouse avec un jeu offensif. On a eu un Dalinga qui a vraiment confirmé sa bonne saison dernière. J'adore ce joueur, il est vraiment hyper intéressant. J'ai peur pour Toulouse qui parte cet été. La saison de Toulouse
pour moi allait bien, sans prendre en compte encore une fois l'Europe. J'ai envie de leur mettre 13, voire 14, voilà, on va leur mettre mention bien, 14 à cette équipe de Toulouse qui m'a enthousiasmé. Rennes, 10e, alors là j'ai été beaucoup moins enthousiasmé, j'en attendais beaucoup, mais alors beaucoup plus de cette équipe de Rennes, à tel point que je les avais mis 2e dans mon classement prono de Ligue 1, parce qu'on avait eu un mercato XXL. Alors il faut dire que je me suis un petit peu emballé, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, devant, on a eu un super mercato, on s'est dit, voilà, Ludovic Blas, Enzo Lefebvre, ça va être super. Derrière, en fait, il n'y a pas eu de recrutement. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les défenseurs centraux? Une charnière beaucoup trop jeune, des latéraux beaucoup trop jeunes, et ça s'est ressenti clairement en Ligue 1. On a eu aussi peut-être, je pense, un Genesio qui était déjà en fin de course la saison dernière. On l'avait dit, attention, il y a eu un petit creux la saison dernière avec, il y avait eu la blessure de Terrier, etc. Il avait mis du temps à trouver la bonne solution tactique pour se relancer. Peut-être que c'était la saison de trop cette année pour Genesio, à tel point qu'il s'est fait débarquer, et c'est Julien Stéphan, un ancien de la maison, qui l'a remplacé. La deuxième partie de saison, elle est un peu mieux, c'est moins catastrophique que la première, mais elle n'est pas non plus excellente, faut pas se mentir. Rennes, l'ambition de Rennes, c'est de jouer les places européennes, c'est de s'imposer comme un cadre de cette Ligue 1, ce qu'ils avaient réussi à faire la saison dernière en disputant des Ligues Europa à peu près tous les ans. Là, c'est clairement pas ça du côté de Rennes. Il semblerait qu'il va y avoir un changement de la direction sportive cette année à Rennes, il va y avoir pas mal de changements cette année. L'objectif qui était fixé, c'était Ligue des Champions, comme l'année dernière, comme cette année. L'objectif n'est pas atteint, c'est un vrai coup d'arrêt dans le projet rennais. Il y a quand même eu des ajustements cet hiver, on s'est dit, voilà, Alidou Seydou, Mathieu Siwa, ça peut être intéressant, et au final ça n'a pas apporté ses fruits, donc l'objectif n'est pas atteint, donc ça sera pas la moyenne, et même un petit peu plus que décevant, donc j'ai envie de mettre un 7 voire un 8. Franchement 7 sur cette saison de Rennes. On arrive à mon club, 9e, le Stade de Reims, qui avait fait un très gros mercato, un mercato très ambitieux avec la continuité de Will Steele. On s'attendait à l'équipe un petit peu surprise cette saison que tout le monde avait coché, c'était Reims. Et moi compris, je les avais mis dans les places européennes, je les avais mis à la limite, à cette 7e place possiblement qualificative pour la Ligue Conférence. Et bah force est de constater qu'on a été tous déçus après une première partie de saison tonitruante, une vraie bonne première partie de saison. Reims était dans le top 7 2 tiers de la saison. Et puis il y a eu cette bascule, au mercato hivernal, la vente de presque ton meilleur joueur, de ton joueur clé, de ta pierre angulaire au milieu de terrain, Mathieu Siwa, et les envies de départ de Will Steele, ces rumeurs à Sunderland, ce qui fait que Will Steele a totalement perdu son groupe, et du mois de février jusqu'au mois d'avril, on a eu une période très négative, avec pourtant des matchs qui étaient abordables pour Reims. Et donc l'objectif fixé par Jean-Pierre Caillot et le club, c'était finir top 9, l'objectif est rempli. Malheureusement, on s'attendait à un peu mieux cette saison. J'attends de voir ce qui va se passer cet été, peut-être une vidéo dessus. En tout cas, si vous voulez des actus, un petit peu transfert, un petit peu inside, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc pour moi, pas de qualification européenne, un petit peu de déception en tant que supporter. L'objectif est atteint. Pour moi, ça sera un 11. Une saison décevante, objectif atteint. On attendait beaucoup mieux avec 50 millions investis. Encore un club qui nous a fortement déçus, encore un Cador, que dis-je, une équipe qui devrait être sur le podium chaque saison. Marseille, 8e en dehors des places européennes. Après une excellente saison la dernière avec Igor Tudor, je vous l'avais dit, j'avais adoré cette saison de Marseille. Je les voyais même continuer sur cette dynamique. Et bah non, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Marseille est devenu un hall de gare. Il y a autant de joueurs qui partent, qui arrivent, il y a un turnover incessant. On a encore une saison avec 4 entraîneurs. On est à Nantes ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avec l'erreur de casting de Marcelino, l'intérim de Pancho Abardonado, Gattuso, on savait que ça allait pas marcher, on l'a senti direct, ça n'a pas marché. Et Jean-Louis Gasset qui a fait un intérim mitigé, qui a sauvé les meubles, je pense, qui a réussi quand même à remobiliser un peu cette équipe. Et si on se concentre que sur la Ligue 1 et qu'on oublie cette demi-finale d'Europa League, c'est une saison catastrophique pour Marseille. Marseille qui doit jouer la Ligue des Champions et le podium tous les ans. On parle de l'Olympique de Marseille. Dans cette saison très sombre, on a quand même eu quelques éclaircies individuelles. Je pense à Aubameyang, à Verretou, à Balerdi, mais sinon dans la globalité c'est mauvais. Il va falloir vraiment avoir un projet stable, donner les clés du camion à un entraîneur sur 2-3 saisons. Je pense aussi que l'absence de Valentin Rongier a fait beaucoup de mal à cette équipe qui a perdu son capitaine. Beaucoup de négatifs pour moi du côté de l'OM, que je voyais tout simplement dans les places européennes, 4e. L'objectif n'est pas atteint. Moi comme Rennes, j'ai envie de mettre un 7, même pas un 6, parce que c'est Marseille quand même. Marseille, on les attend en Ligue des Champions, 6. Désolé les Marseillais, mais c'est 6. Lens, 7ème, un club sur lequel je me suis pas trop trompé. Je pressentais que ça allait être compliqué avec la Ligue des Champions à jouer, digérer cette saison exceptionnelle avec la 2e place. Une saison qui, je trouve, a été un peu sur un faux rythme. Côté lensois, on a eu des excellents matchs et des matchs
très moyen, voire mauvais des Lensois. Mais c'est une saison malgré tout réussie. Tu vas chercher une nouvelle qualification européenne, tu profites des équipes comme Reims qui n'ont pas répondu présent, de Marseille et de Rennes qui étaient loin derrière, pour faire ton petit bonhomme de chemin et aller chercher cette qualification européenne. Donc pour moi, c'est une saison réussie. Attendons de voir ce qui va se passer cet été. On parle de pas mal de gros changements, que ça soit au niveau de la direction, au niveau de l'entraîneur, même au niveau des joueurs. Je pense que certains arrivent en fin de cycle. Ce qui est bien, c'est que tu ne chutes pas à cette 9e, 10e place qui te prive de qualification européenne. Tu restes sur une dynamique positive et c'est vraiment ce qu'on voulait voir côté Lensois, pas juste une 2e place et après plus rien. Donc moi, je suis satisfait pour les Lensois de cette 7e place. Je pense que les supporters seront satisfaits aussi de retrouver une nouvelle compétition européenne. Et pour moi, l'objectif est atteint. C'est pas très bien, c'est pas bien, c'est entre assez bien et bien. Donc pour moi, je vais mettre un 13, voire un 14. Mais je vais rester sur mon 13. Lyon, 6e. Quelle saison de l'Olympique lyonnais. Comment la décrire? J'ai vraiment beaucoup de mal. On a eu 2 saisons en une saison. Une première partie de saison cataclysmique, catastrophique. Si je devais la noter, c'est un 2, un 3 sur 20. C'était nul, c'était 0. Il n'y avait rien à sauver dans cette équipe de Lyon. Et une deuxième partie de saison exceptionnelle. La deuxième partie de saison, Lyon est premier de Ligue 1 devant le PSG. Pour se rendre compte à quel point ils sont passés de l'ombre à la lumière. On comprenait pas trop ce qui se passait vraiment cet été du côté de l'Olympique lyonnais. Il y avait aussi pas mal de mauvaises rumeurs sur Textor. Vraiment, la saison de l'Olympique lyonnais a commencé dans une atmosphère maussade. Il y a eu aussi toutes ces histoires avec Jean-Michel Aulas. Et ça n'a pas manqué parce que en décembre, ils sont derniers du championnat derrière Clermont. Et puis, on a eu ce changement d'entraîneur, ce double changement d'entraîneur. Laurent Blanc, Grosso, Pierre Sage. Et alors là, tout a changé. On a eu aussi un mercato, mais qui, je trouve, on en parle beaucoup comme un gros mercato. Au final, n'a pas eu un si grand impact que ça, à part dans le nombre de joueurs et la qualité de l'effectif. Pierre Sage, il a surtout relancé des joueurs qui étaient déjà là. Je pense à des Cacré, je pense à des Lacazette, même à un Tolisso. Il a relancé ces joueurs-là. Et la deuxième partie de saison de l'Olympique lyonnais, clairement, si je devais la noter, c'est un 20 sur 20. Puisque tu es premier et tu roules sur tout le monde avec un jeu qui en plus était super intéressant. Attention un petit peu à cet été, on parle de joueurs 4 qui devraient partir, je pense qu'il faut pas trop s'emballer, même si tu es dans la bonne direction avec Pierre Sage qui a l'air d'être un top entraîneur, vraiment un super entraîneur. Je dois noter cette saison de l'Olympique lyonnais, donc si on fait la moyenne des deux parties, la première j'ai envie de mettre comme je l'ai dit, un 2-3 et la deuxième un 20. Et je pense qu'un 14-15 c'est plutôt honnête, et je vais mettre 14 parce que ça reste Lyon et on les attend en Ligue des Champions, donc 14 bien pour la saison de Lyon. Nice 5e, et bien enfin une bonne saison niçoise sous Ineos. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là. On a été enthousiasmé vraiment par cette équipe niçoise, surtout en première partie de saison, qui talonnait presque le PSG. Ça s'est un petit peu écroulé au fil des mois, mais malgré tout, ils gardent une 5e place aux portes de la Ligue des Champions. Vraiment une qualification européenne en Europa League. C'est enfin une saison qu'on attendait du côté du Ineos avec des gros investissements, même si ça s'est un petit peu étiolé, comme je le disais, avec le jeu de Farioli qui était peut-être trop demandeur pour certains joueurs, et donc physiquement on sent que ça a un petit peu baissé en niveau au fil de la saison. Il y a des joueurs dont j'attendais quand même beaucoup plus, je pense à un Mofi ou un Thuram. Ce qui est dommage, c'est que tu ne vas pas rester sur une stabilité. Gisolfi va partir, le directeur sportif, Farioli devrait partir aussi, on parle d'un Franquès qui va arriver. J'ai l'impression que ça va enfin dans la bonne direction côté Ineos et côté Nice. Je pense qu'on peut être satisfait côté niçois de cette saison, même si on les attendait peut-être bien plus beaux sur cette première partie de saison, ça reste un objectif atteint. Donc pour moi, ça sera un 15 parce qu'on a quand même vu des très bons matchs de Ligue 1 cette saison avec Nice et c'est peut-être l'une des seules équipes qui a répondu présent. Lille 4e, j'avais été très élogieux et très optimiste avec le Paulo Fonseca et Lille la saison dernière. Et bien, encore une fois, j'ai été très enthousiasmé cette saison par Lille. Un petit peu de déception parce qu'encore une fois, tu passes à côté du podium, tu passes à côté d'une place plus haute qui aurait été justifiée, cette 3e place sur le podium côté lillois à la dernière journée. Mais c'est génial, j'ai adoré cette saison du LOSC, j'ai adoré ce que nous a proposé Paulo Fonseca. Et puis on a envie de dire que c'est des individualités, c'est des joueurs très forts qui sont fondus dans un collectif impressionnant. On a envie de retirer un ou deux joueurs, un David, un Ben Taleb, un André, un Zegrova, et non, faut pas oublier qu'il y a un Lenny Euro, il y a un Lucas Chevalier, il y a un Thiago Santos. L'effectif du LOSC cette saison, il est très bon. Quelques regrets peut-être de pas aller jouer juste au-dessus, surtout quand on voit le niveau de cette Ligue 1, on va en parler juste après. Je m'étais noté 5e parce que je les voyais finir juste derrière
Marseille que je voyais plus fort. Au final, ils auraient répondu présent puisqu'ils sont 4e. Je pense que c'est une saison très bonne du LOSC. Je vais mettre juste en dessous de très bien, je vais mettre 15 parce que cette place sur le podium aurait un petit peu de frustration comme je le disais, donc pour moi ça sera un 15. Alors là, je dois faire mon mea culpa, ami brestois, que je voyais terminer 17e et relégué en Ligue 2. Je disais qu'il y avait trop de changements, j'étais pas convaincu par Eric Roy. Et bah je me suis fortement trompé. Brest qui fait une saison exceptionnel. Il n'y a pas d'autre adjectif, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Quelle saison des Brestois, je sais pas si on se rend compte, ce club va disputer la Ligue des Champions. Profitez à fond, supporters brestois. C'est quelque chose que vous allez peut-être vivre une ou deux fois dans votre vie pour un club modeste, il faut dire, comme Brest. Donc profitez à fond. Et puis certes, le niveau de la Ligue 1 est faible cette année, mais Brest a su en profiter. Peut-être que dans une saison normale, la saison dernière, ils auraient fini en Europa League, voire aux portes de Coupe d'Europe. Cette année, ils sont sur le podium, ils vont jouer la Ligue des Champions et c'est entièrement mérité pour le travail qui a été fait. J'ai envie aussi de mentionner ce qui s'est passé cet hiver parce que on parlait de départ de Lilian Brassier, de Pierre Lesmelou, de joueurs vraiment cadres de cette équipe qui sont restés pour continuer la bonne dynamique et cette bonne saison. Donc ça, c'est vraiment à mettre au crédit des joueurs et à Lorenzi. Donc voilà, je pense que tout a été dit de façon sur cette équipe brestoise. C'est un exploit qu'on voit rarement dans le sport qui nous fait plaisir de voir des clubs bien travailler avec de la continuité, avoir des résultats et un jeu, il faut le dire, intéressant. Franchement, on a vu des très beaux matchs de Brest cette saison. Je pense au match face à Paris où tu perds 2-0 au parc, tu vas accrocher le 2-2. Les objectifs, les qualificatifs me manquent. Je dois noter cette saison, donc 20 ça aurait été champion, 19 ça aurait été deuxième, donc je vais mettre 18, excellent. 18 sur 20 pour cette équipe brestoise. Monaco, deuxième, que j'avais pas mal critiqué dans mon débrief la saison dernière en disant que je savais pas où allait le sportif, que je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête, que les recrutements étaient assez incompréhensibles parce qu'il y avait des carences quand même qui étaient assez visibles, qui n'étaient pas renforcées. Et bien cette saison, je sais pas s'ils regardent mes vidéos, mais c'est fou parce qu'ils ont réussi à renforcer leurs points faibles, notamment en défense, au milieu de terrain, avec des bons joueurs ciblés. Il faut dire aussi que certains joueurs qui étaient en difficulté sont revenus au niveau, je pense à un Minamino, je pense à un Golovin qui a été blessé. On a aussi eu ce problème de gardien qui traînait à Monaco depuis le départ de Subasic, qui a enfin été réglé, avec Majeki qui a pris la place dans les buts sur cette deuxième partie de saison. Adi Hutter qui a quand même été dans la tourmente, faut pas l'oublier. Au début de cette année civile, là, vers le mois de janvier, avec l'élimination face à Rouen, on se disait oula, est-ce que il va pas partir, est-ce qu'on va pas encore changer d'entraîneur du côté de Monaco? Alors au final, il y a eu de la continuité, donc ça s'est très bien terminé avec un bon finish, un bon sprint final très intéressant, une belle saison. Monaco retrouve la Ligue des Champions. Voilà un club qui a tenu aussi son rang cette saison, il faut le préciser parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc ça fait plaisir, c'est une belle saison de Monaco, c'est une très belle saison de Monaco. 16 sur 20, c'est honnête. Le champion, le Paris Saint-Germain que je voyais aussi finir premier, eh bien agréablement surpris. J'étais pas du tout convaincu par le projet Luis Enrique, pas convaincu par les recrutements. J'avais notamment parlé de Kolo Muani, j'en avais fait une vidéo, je n'ai pas changé d'avis sur lui. Barcola, j'étais pas convaincu non plus. Il a répondu plus que présent, il a répondu là on l'attendait pas. Ousmane Dembélé, Asensio non plus, je disais oula attention, ça c'est les recrutements PSG, les joueurs blessés, la nightlife, etc. on connaît. Au final non, le projet Luis Enrique prend forme et c'est plutôt intéressant. Pour la première fois depuis plusieurs saisons, on a vu une équipe, on a vu par moments un vrai rouleau compresseur du PSG qu'on n'avait pas vu depuis un moment, depuis peut-être l'époque Cavani, Neymar, Mbappé, les premières saisons de Mbappé. Donc la note est en adéquation évidemment avec cette saison du PSG. L'année dernière j'étais assez déçu parce que Lens peut presque être champion, Marseille et Lens ont presque cru au titre. Cette saison ils ont laissé aucun espoir. Dès le mois de novembre, dès le mois de décembre on s'est dit, comme a dit Mbappé, Nice, vous pensez qu'ils vont être champions ? Moi je pense pas. On voyait que le PSG allait être champion. Donc bravo au travail de Luis Enrique, bravo à cette équipe du PSG qui est champion de France. C'est presque excellent. Donc moi j'ai envie de mettre un 16 très bien, un 17. Voilà, je pense que c'est une saison qui mérite 17 côté PSG. Peut-être un peu trop élogieux, mais voilà, c'était intéressant. Rapide bilan maintenant de cette saison de Ligue 1, une saison de Ligue 1 qui a clairement été décevante. On était sur une pente ascendante, que ça soit niveau jeu, niveau compétitivité, les écarts se resserraient. On avait des clubs qui étaient plus ambitieux, je pense à des clubs comme Nice, à des clubs comme Reims. On avait des clubs qui devaient s'affirmer comme des cadres du championnat, comme Rennes qui depuis plusieurs saisons était là, comme le LOSC. On avait aussi la lutte pour le maintien qui se resserrait derrière avec forcément un championnat 18 équipes. Et bah cette saison je trouve qu'on a baissé, que ça soit en qualité de jeu, en compétitivité et tout simplement les cadres du championnat, les
les équipes fortes de notre championnat n'ont pas répondu présente. Je pense évidemment à Rennes, je pense évidemment à Marseille, qui sont en dehors des places européennes. Je pense aussi à une équipe comme Lyon, qui a été en extrême difficulté en début de saison. Globalement, le classement est plutôt logique au niveau du mérite. Que Marseille et Rennes soient pas là, ça montre que c'est des clubs qui n'ont pas bien bossé l'été dernier. On va passer au 11 de Ligue 1, la vidéo est déjà assez longue, je vais essayer de me dépêcher. Au poste de gardien de but, j'ai mis Lucas Chevalier, qui confirme vraiment tout ce qu'on avait vu la saison dernière, les belles promesses qu'il nous avait fait. C'est le meilleur gardien du championnat pour moi, je trouve, cette saison, celui qui m'a le plus impressionné en tout cas. On voit qu'il a une marge de progression assez folle. Mention spéciale malgré tout à Donnarumma, à Marco Bizot, à Marcin Bulka qui fait aussi une très bonne saison avec Nice, et aussi à Majewski, le goal de Monaco qui fait une super seconde partie de saison. Avec ce poste de latéral gauche, je mets Bradley Loco, que je voyais pas atteindre ce niveau-là un jour. Ça a été le meilleur latéral gauche de cette saison. Si on m'avait dit ça il y a un an, voire un an et demi, je l'aurais pas du tout cru, ça n'avait pas du tout marché à Reims. Je comprends pas trop, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est le joueur, est-ce que c'est l'entraîneur, bon voilà, ça n'a pas fonctionné. Il est parti à Brest, tant mieux pour lui parce qu'il s'épanouit pleinement et je serais pas surpris de le voir partir pour un 15, 20, 25 millions cet été dans un club anglais, voire dans un club cadre un gros club de notre Ligue 1. Ensuite, en défense centrale, j'ai mis Lenny Yoro et Wilfried Singo. J'ai pas trop vu dans les discussions, alors qu'il fait une saison monstrueuse à ce poste de défenseur central avec Monaco. C'est sûrement le meilleur monégasque cette saison. Pareil, Lenny Yoro, un si jeune joueur en défense centrale, la maturité qu'il a montré. Évidemment, à certains moments, il y a des petits sauts de concentration, il n'est pas forcément dans le rythme. Évidemment, on a des joueurs qu'il faut mentionner, Balerdi, sa seconde partie de saison, Marquinhos, Lilian Brassé, Chardonnay. C'est des joueurs qui auraient pu prétendre à cette place, mais il faut faire des choix, et voilà, j'ai envie d'être un petit peu original. C'est une charnière que j'ai pas beaucoup vue dans les 11 des autres personnes. À droite, la révélation pour moi de cette saison, Thiago Santos. Quel joueur exceptionnel. Alors lui, je serais pas surpris de le voir dans un top club la saison prochaine ou dans un an ou deux, tellement il a toutes les qualités de ce qu'on attend pour un latéral moderne aujourd'hui. Je ne mets pas Hakimi, que j'ai trouvé vraiment plus en difficulté cette saison défensivement. Je l'avais déjà dit l'année dernière et j'avais mis Frankowski à la place. Je trouve que Hakimi régresse autant offensivement, il n'y a pas grand chose à dire. Son duo, son binôme avec Ousmane Dembélé fonctionne extrêmement bien. Autant défensivement, je l'ai vu se faire prendre des fois. Au milieu de terrain, là je pense qu'il n'y aura pas du tout de surprise. Warren Zaïre-Emery, Pierre Lesmelou et Vitinha, sûrement les trois meilleurs milieux de terrain de cette année de Ligue 1. Évidemment, on pourrait parler de Benjamin André, de TJ Savanier, même de Fofana ou Golovin. Golovin qui, enfin, quand il est pas blessé, réalise une super saison. Encore une fois, il fallait faire des choix. Et puis, il n'y avait pas de Parisiens encore dans cette équipe, donc il fallait bien mettre des Parisiens. Warren Zaïre-Emery, on a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Ça fait plaisir de voir ces joueurs-là. Je sais pas pour vous, mais Vitinha qui s'était fait un peu mettre à l'écart la saison dernière, ça s'était pas très bien passé au PSG. J'étais persuadé qu'il allait réussir dans cette équipe du PSG. Ça se voyait qu'il avait quelque chose, qu'il avait un talent. Ça fait plaisir de le voir éclore. Warren Zaïre-Emery, pareil, super pépite. Alors c'est pas le crack du siècle, mais c'est vraiment un très bon joueur d'équilibre dans ce PSG. Et Pierre Lesmelou, qu'on n'attendait pas à un aussi gros niveau, c'est un joueur qu'on connaissait, qu'on avait vu du côté de Nice. Quelle saison il nous a fait, le patron de cette équipe brestoise, qui méritait, le meilleur joueur de cette équipe brestoise, qui méritait évidemment d'être dans l'équipe type. Devant, pareil, pas trop de surprises. À gauche, évidemment, le meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur, Kylian Mbappé. Kicks. En pointe, par contre, j'ai pas mal hésité entre Lacazette et Jonathan David, deux joueurs qui ont été excellents, deux vrais buteurs cette saison, c'est les deux meilleurs buteurs de cette saison, évidemment derrière Kylian Mbappé, mais au poste de numéro 9. J'ai décidé de privilégier Jonathan David par rapport à Alexandre Lacazette, parce que Lille finit devant Lyon, donc je pense que c'est plus logique de mettre Jonathan David. Ça n'enlève rien à la saison de Lacazette, qui est vraiment excellente, franchement excellente saison de Lacazette, que j'aurais aimé voir de retour en équipe de France. Malheureusement, c'est pas le cas. Mention spéciale, comme je le disais tout à l'heure, à Dalinga, qui a vraiment été très intéressant. On pourrait parler aussi d'Aubameyang, qu'on n'attendait pas à ce niveau. Au poste d'attaquant droit, pareil, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat. J'ai vu Ousmane Dembélé dans l'équipe type de la Ligue 1. Je suis pas trop d'accord. J'ai mis Romain Del Castillo. Quelle saison de Del Castillo. Offensivement, c'est lui le meilleur joueur de cette équipe de Brest. On pourrait parler aussi de Junya Ito de Reims. Peut-être que s'il est un peu plus décisif que Reims est européen, peut-être que c'est lui qui prend cette place d'attaquant droit. Dembélé, s'il avait été un peu plus décisif, peut-être que c'est lui qu'on met en numéro 1. J'ai décidé de faire un choix avec Del Castillo, j'ai aussi décidé de récompenser cette équipe brestoise. Faut pas oublier aussi Minamino, que j'ai trouvé hyper intéressant. À Nice, on a même eu des Todibo, des Dante qui étaient vraiment très bons. Voici ce 11, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous auriez mis à la place de qui et si vous êtes d'accord avec moi.
Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo bilan de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Si vous n'êtes pas d'accord sur des notes, sur des appréciations de clubs, si vous voulez préciser certaines situations aussi, parce que je peux pas connaître parfaitement tous les clubs, si vous êtes supporter d'un club, que vous suivez votre club au quotidien, évidemment, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez appris des choses, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo aux Jeux Olympiques. Salut tout le monde!